Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais reprendre la vidéo que je vous avais envoyée, puis je vais même le compléter, ce qui va vous permettre de terminer votre discussion sur le fascicule acétaminophène. Pour la discussion, il y a deux volets. Il y a le volet des mesures de RF, donc des distances de migration entre des références. On avait quatre références, l'acétaminophène, l'ibuprofène, la caféine, puis l'acide acétylsalicylique ou l'aspirine. Et on avait trois échantillons. On avait l'acétaminophène de synthèse, l'acétaminophène commercial, c'était dans le pot que Louis-Philippe vous avait bien montré, ou Mathieu, et le mélange qui avait été préparé justement par Louis-Philippe et Mathieu, qui comportait les quatre références. Donc, ici. Vous avez donc déposé ces substances, toutes ces substances, sur votre chromatogramme. Et vous avez obtenu des distances de migration. Donc, je vais revenir à ce document-là, je crois. Oui, exactement. Donc, vous aviez une tâche ou quatre tâches ou deux tâches pour un même dépôt et vous avez mesuré des distances avec une règle, donc on ici est représenté par DA, et vous aviez, si on veut être rigoureux, une distance non loin de la migration de notre substance du front diluant. Okay? Je vous rappelle qu'on doit, si on veut être rigoureux, mesurer cette distance-là à l'endroit où on a déposé notre échantillon si il advenait que le front de migration ne soit pas une belle droite. Okay? Dans la majorité des cas, c'était une belle droite pour vous, mais il peut arriver des fois qu'on va avoir soit des vagues ou plus particulièrement, on appelle ça un smile, un sourire, donc ça va migrer le front diluant sous forme d'un quart de cercle, si on veut, ou on pourrait avoir aussi des déplacements là, un peu chaotiques. Alors, pour pouvoir comparer les migrations des différents points, il est préférable de mesurer le rapport de la distance pour notre substance versus de l'éluant au même endroit. Bon, ceci dit, on va retourner maintenant au fichier Excel que vous avez reçu et ce fichier Excel nous permet de vérifier quantitativement si la migration de nos échantillons ressemble à des migrations de nos références. Qu'est-ce qu'on doit rentrer dans ce fichier-là? Et on rentre uniquement ces valeurs-là. Ce sont des distances, donc que vous avez mesurées en centimètres. Ce sont des erreurs que vous avez évaluées sur la mesure, ici 0,2 pour cette distance-là, 0,2 cm. Et ici, vous avez votre front d'élution que vous avez déterminé à 10 cm. Puis notez que ici, dans notre cas, on a pris tout le temps la même distance parce qu'on a vu que c'était une ligne. Et vous évaluez une erreur. Ici, moi, je l'ai évalué un peu moins que celle-ci parce que c'est plus facile d'aller faire notre lecture, notre mesure de distance sur une ligne que sur le centre d'un cercle. Hein. Pour une tâche, on doit se placer au centre d'un cercle. Donc, je fais ça pour mes quatre références. Les distances, ici on voit que c'est 4, 5, 7 et 9, avec toutes les mêmes valeurs d'erreur, d'incertitude et de front d'élution. Je vais ici ajuster le nombre de chiffres significatifs pour que ça soit représentatif de l'erreur que je détermine. Donc ici, c'est un chiffre après la virgule. J'ai donc mis. Alors, je vais faire la même chose pour ici pour être plus rigoureux. Donc, vous voyez comment que je fais pour changer. Ici, on augmente.
ici on augmente. On augmente, puis ici c'est pour diminuer. Je vais faire la même chose pour eux autres. Donc je les sélectionne tous. Je dis d'augmenter et je diminue pour avoir le même ici, être précis avec le même nombre de chiffres significatifs que nous dit notre erreur. Si je change ces valeurs-là, si vous placez vos propres valeurs, les calculs vont se faire. Qu'est-ce qu'on a? On a un calcul de RF, okay, pour cette distance-là. Donc ici, c'est 4 sur 10, donc c'est 0,4. On a ici l'erreur qu'on va pouvoir évaluer par la somme des erreurs relatives. Les erreurs relatives sont sur ces deux mesures-là. Et allez voir le document que je vous ai remis. Ici, vous avez la façon de calculer les erreurs sur vos RF. Donc, vous pouvez regarder dans le fichier Excel si vous avez obtenu la même chose. Donc, c'est évalué automatiquement ici. Et par la suite, ce que Excel va faire, c'est qu'il va calculer la distance entre les deux points, c'est-à-dire entre le 4 cm, pas le 4 cm, pardon, entre le RF ici et le RF ici. C'est ça qu'on veut comparer. Donc là, je vous réfère au document. J'ai fait un document qui en parle, mais allez dans le cahier de soutien à la page 16 et on veut mathématiquement représenter ce type de choses-là qu'on peut voir, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un chevauchement des barres. Nous, ce qu'on va faire, c'est de calculer la variation entre les deux points. Donc ici, les deux points, il y en a un qui était à 25, l'autre était à 21. Donc, on peut voir 25 moins 21 par rapport à la somme des incertitudes sur ces deux valeurs-là. Donc, l'incertitude, on peut l'évaluer ici par un 3, hein, plus ou moins 3, puis ici, plus ou moins 2. Donc, on est à 21, 22, jusqu'à 23. Et c'est ça qui est représenté. Et moi, dans Excel, ce que je fais, c'est que je regarde, j'envoie ce chiffre-là de l'autre côté, et si la différence entre ces deux valeurs-là, donc 4 moins 5, parce que je prends cette valeur ici en absolu, donc la valeur de 1 et de 2, la différence, parce que si je fais exemple 25 moins 21, ça va donner une valeur positive, mais si je fais 21 moins 25, ça va donner une valeur négative. Donc moi, je prends la valeur absolue, je la soustrais de cette somme-là et je dis si c'est plus petit ou égal à 0, je vais conclure que c'est similaire. Je vous ai donné un document et ici, je l'ai fait sur Excel et je veux qu'on fasse attention à ici. Dans le cas d'ici, on a un chevauchement. Donc, on voit que c'est égal. Alors, on peut conclure que c'est qu'il y a un chevauchement. Donc, on le voit entre les barres bleues. Ici, ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y avait pas chevauchement. Mais moi, pour Excel, j'ai finalement décidé que lorsqu'on était, nos deux barres se collaient, donc on avait une valeur qui pouvait être égale à 0, on pouvait conclure qu'il y avait chevauchement. Et dans le cas ici, vous voyez que ça donne même négatif, donc 3 est plus petit que 4, alors on va conclure que qu'il y a chevauchement aussitôt que les deux barres se touchent ou se chevauchent complètement. Okay? Alors, retournons à notre fichier Excel et regardons ce qu'on a comme résultat justement de chevauchement. Et à ce moment-là, s'il y a chevauchement, on peut dire que les résultats sont similaires. L'acétaminophène de synthèse, si on regarde cette valeur-là, donc la différence entre les deux points, les deux RF, moins la différence entre la somme des erreurs sur nos RF, ça donne 0,05 mais négatif. Alors, je conclus
que c'est l'acétaminophène qui est bien notre substance qu'on a synthétisée. Et il n'y a aucun chevauchement avec les autres références. Donc, il n'y a aucune tâche qu'on peut voir qui va montrer que c'est similaire à un produit qui est ici. Alors, on peut en conclure que notre synthèse nous a permis d'obtenir effectivement de l'acétaminophène, car si on compare son RF à notre référence d'acétaminophène pur, on a un chevauchement. On fait la même chose avec l'acétaminophène commercial et ce qu'on découvre, c'est qu'il y a chevauchement avec la référence qui est la caféine. Donc, c'était la substance que je vous disais, la drogue que je vous disais qui était présente dans l'acétaminophène, qui n'est pas toujours présente. Okay? Mais dans ce que Louis-Philippe et Mathieu ont choisi comme comprimé, il y avait de la caféine. Et regardez le mélange que nos techniciens ont préparé, donc un mélange des quatre références, l'acétaminophène, l'ibuprofène, la caféine et l'acétylsalicylique. Il y a effectivement chevauchement avec les références. Donc, dans notre mélange, on a effectivement ce qu'on nous avait dit. Alors, c'est ce tableau-là qui nous permet de conclure. Ce que je veux vous montrer, ce qui est intéressant lorsqu'on fait un fichier Excel, c'est que par la suite, exemple, si vous jugez que vous avez fait, vous avez comme erreur de lecture 0,05, oups, j'ai mis un O, pardon, 0,05. Donc, je suis, et là, parce qu'il a arrondi, je vais vous montrer que j'ai bien rentré 0,05. Je garde encore un chevauchement pour l'acétaminophène. Alors, si vous avez marqué 0,05 et qui ne montrait pas de chevauchement, rien ne vous empêche dans Excel d'aller le changer à 0,02 et regardez 0,2, pardon. 0,2 et regardez si vous avez à ce moment-là un chevauchement. C'est-à-dire que si vous permettez une plus grande erreur sur votre lecture, c'est peut-être ça qui va vous permettre d'avoir un chevauchement car vos barres d'incertitude sont agrandies. On favorise un chevauchement. Si ça arrivait, ben vous pouvez peut-être réfléchir sur votre stratégie d'évaluer votre erreur sur votre lecture et peut-être vous avez été trop pas assez sévère sur cette erreur-là, en fait. Donc, vous pouvez jouer là-dessus et vous pouvez jouer même sur les distances. Exemple, si j'ai mal mesuré puis c'était finalement 5, regardez ce qui va arriver. J'ai pas de chevauchement ici avec l'acétaminophène. Ici, j'en ai un chevauchement, mais pour mes deux substances, j'en ai pas parce qu'il n'y a pas de chiffre négatif qui sort dans l'équation qui nous permet de voir s'il y a chevauchement. Donc, vous pouvez changer ces valeurs-là. Donc, est-ce que, mettons, au lieu de 4, si j'avais 4,2, est-ce que, là, je m'aperçois que j'ai un chevauchement. Alors, je peux aller voir si j'ai fait une mauvaise lecture. Et est-ce que je peux ajuster cette lecture-là? Ben, c'est à vous de le juger. L'objectif n'est pas d'arriver à avoir des chevauchements, mais à critiquer peut-être vos résultats en jouant sur ces valeurs-là et peut-être voir qu'effectivement, vous étiez trompé dans votre lecture de la distance ici, c'est plus 4,2. Donc, profitez de ça pour regarder comment va varier les chevauchements si vous variez des données que vous avez entrées, des mesures que vous avez entrées avec une certaine erreur. Peut-être que l'erreur n'est pas la bonne, peut-être que votre lecture était fausse. Donc, vous pouvez jouer avec ça. Alors, c'est ça. Ne changez uniquement que les cases jaunes, qui sont des distances et des erreurs. Et le reste va se faire. Si vous aviez fait tous vos calculs, profitez-en pour vérifier que vous aviez bien les bons RF, que vos calculs d'erreur sont corrects et que vos calculs de chevauchement étaient corrects. C'est bon? Alors, on va passer à un autre aspect de votre discussion. Et je vous présente ici les
données qu'on a obtenues, et c'est encore le fichier que vous avez reçu, ce que j'ai fait, j'ai pris les masses de 5 groupes. Okay? Vous les aviez écrits au tableau. Il manque un groupe. J'ai oublié de prendre la photo. Alors, j'ai rentré ces valeurs-là. Et j'ai fait calculer le rendement à partir de la masse qu'on devait avoir à peu près de P-aminophénol, qui était 3. Okay? J'aurais pu le changer, puis les calculs vont tous s'ajuster, mais moi j'ai mis 3 parce que vous autres, vous avez probablement eu des valeurs qui tournaient autour de ça. Vous connaissant, vous ne jouez pas beaucoup avec cette valeur-là. Vous avez peut-être mis 3,01. Et ça ne changerait pas grand-chose dans mes calculs. Alors, de rendement. Alors, moi, j'ai mis 3, ce qui était dit de mettre à peu près. Et les rendements se sont calculés automatiquement parce que j'ai regardé les coefficients stoichiométriques et puis c'était du 1 pour 1, puis j'ai déterminé que c'était le réactif limitant. Avec sa masse molaire, j'ai pu calculer le nombre de moles, puis avec les coefficients stoichiométriques, j'ai pu savoir, connaissant le nombre de moles de P-aminophénol, comment je tenais de moles d'acétaminophène, et puis avec la masse molaire, transformer ça en grammes. Et ici, je vous montre, je décortique comment on calcule les écarts types. On fait la somme de la valeur moins la moyenne mis au carré. Ici, on va diviser par... ça, c'est la somme de toutes ces valeurs-là, ici. Okay? Et là, on divise par n-1, puis on prend la racine carrée de ça, ça donne 11. Ou on peut aller dans Excel, utiliser la fonction écart type, et on voit qu'on a le même résultat. Donc, la formule de l'écart type dans Excel, même je pense que je pourrais vous la montrer, la formule, si je m'en vais là, l'écart type, vous voyez, aide supplémentaire sur cette fonction. Regardez, la somme de votre valeur moins la moyenne mis au carré divisé par n-1, puis j'extrais la racine carrée. C'est exactement la fonction que j'ai utilisée. On peut trouver cette information-là dans l'aide Excel. Alors, je vous la représente ici. Oups, annuler. Donc, regardez, ça c'est une racine carrée de quoi? De E54. E54, la case E54, c'est celle-ci. C'est la case E53 divisée par N-1, parce que N étant 43. Alors ici, vous avez la somme de toute la colonne ici. C'est bien l'écart type décortiqué. Alors, à partir de ça, vous pouvez regarder si vous voulez. Je vous ai mis ici des calculs qui permettent d'aller faire un histogramme, c'est-à-dire d'aller déterminer la fréquence d'une plage de résultats entre 35 et 40 %, entre 40 et 45 %. Il y a eu une seule personne, un seul groupe, je devrais dire. Entre 45 et 50, il y a eu 9 groupes. Entre 60 et 65, il y a eu 10 groupes, etc., etc. Il n'y a pas eu d'autres groupes. Le groupe qui a eu le plus petit rendement, c'est un seul groupe entre 20 et 25. Et puis ceux qui ont eu les plus gros rendements, il y a 3 groupes entre 70 et 75. Il n'y a pas eu d'autres personnes, d'autres groupes qui ont eu ça. La moyenne est de 55, l'écart type est 11. Et si je prends ces valeurs-là et je vais entrer ces valeurs-là dans une équation du type distribution normale, j'obtiens ça. Donc, notre échantillon de rendement, parce que les groupes, les personnes qui ont fait les expériences, ont dit que c'est un échantillon. Okay? De la même façon, on aurait pu rajouter plein de groupes, aller demander à mes collègues les résultats des autres groupes. On aurait eu un autre échantillon. On aurait pu comparer des différents échantillons, c'est-à-dire nos résultats pour mes groupes versus les autres enseignants, faire d'autres types de statistiques. Donc, moi, j'ai un échantillon ici qui donne une moyenne de 55,20 avec un écart type de 11,41 et c'est représenté par cette distribution-là. Encore une fois, c'est
la fréquence ici. Puis cette fréquence-là, dans ce cas, elle est normalisée, c'est-à-dire qu'on rapporte à 100%. Et on regarde que la moyenne, effectivement, c'est là qu'il y a la plus haute fréquence de personnes. C'est normal, ça représente la moyenne. À 55,20, on a un écart type de 11,41. Et si on veut inclure 95% des individus de notre échantillon, on prend deux écarts types. Donc, tous les groupes qui se situaient entre plus ou moins deux écarts types, donc entre plus ou moins entre 32,38 jusqu'à 78,01, font partie de ce groupe-là ayant une moyenne de 55,20. Alors, on peut dire que vos résultats, si vous avez eu, exemple, 60%, sont similaires, statistiquement similaires à la moyenne des groupes. Alors, ce que vous allez faire, c'est prendre ce graphique-là, aller choisir, exemple, un outil comme dessin, insertion, c'est encore préférable pour moi. Je prends forme, je prends ça, un cercle, je me fais un petit point, puis après ça, je vais le déplacer. Là, il est tellement petit qu'il va être difficile à déplacer. Je vais le prendre un peu plus gros. Bon, je le déplace et je vais aller le placer à l'endroit où vous avez eu votre rendement et vous montrer tout simplement, puis là, je peux me permettre de le rapetisser. Je vais le déplacer avec les flèches. Donc, voilà, votre point est placé. Ça vient montrer que votre résultat est inclus dans la marge d'erreur de notre moyenne. Vous imprimez cette partie-là ici en sélectionnant ça. Vous pouvez aller après ça dans Excel, dans Fichier. Ces zones d'impression, vous la définir. Ici, je l'ai défini. Ou dans les nouvelles versions de Excel, c'est sélection, choisir la sélection. Puis là, on imprime ça et on broche ça après notre fascicule pour montrer notre analyse. Et dans votre deuxième paragraphe de votre discussion, parce que le premier parlait des RF, vous parlez justement de comment vous vous situez en termes de rendement par rapport à cette moyenne de groupe-là qui est de 55,20, qui est la même pour tous les groupes. C'est avec ça qu'on va se comparer. Donc, j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre ce que vous devez inclure dans votre discussion et vous contentez de ces deux facettes-là de votre laboratoire, donc les RF de vos échantillons versus les références et votre rendement versus la population qu'on a obtenu, les résultats de notre population qui sont mes groupes de laboratoire pour le rendement. Alors, bonne suite et je vais vous aviser lorsque viendra le temps de le remettre. Pour l'instant, vous avez encore, je vous dirais, près de 2 semaines pour compléter votre rapport de laboratoire. Et pour moi, vous pouvez inclure ça. Et en fait, vous devez inclure ce type d'analyse-là. Vous pouvez vous contenter de ce tableau-là en inscrivant vos valeurs à vous et en montrant dans vos feuilles de calcul comment vous avez obtenu ces valeurs-là de RF, comment vous avez obtenu ce type d'erreur-là de RF une seule fois, comment vous avez obtenu vos valeurs de chevauchement par la formule mathématique et par la suite, vous n'avez pas besoin de reproduire plusieurs fois ça. Si vous l'avez déjà fait, laissez-les là et imprimez ce graphique-là avec vos données pour montrer que vos calculs étaient tous bons et comparables à ce que Excel nous donnait. Alors, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.